Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, la futurologue cybernéticienne Geneviève Boucher, que j'ai rejoint pour un thé chez elle, nous explique pourquoi elle ne croit pas dans l'avenir des crypto-monnaies. Alors, la futurologie cybernéticienne, si vous voulez, l'idée c'est que les souches de notre futur sont déjà dans notre passé, et notre passé très profond. Oui. C'est un peu comme votre organisme ou le mien. Vous avez la génétique et l'épigénétique. Oui. Quand vous prenez une décision, alors la différence entre la génétique et l'épigénétique, la génétique, vous l'avez héritée de votre lignée et elle a la mémoire de tout ce qu'a vécu votre lignée. Oui. Et votre épigénétique, c'est la couche supérieure qui en fait s'adapte en permanence à votre époque. Oui. Voilà. Dans les processus de décision, on retrouve exactement cette logique-là. Alors les Américains appellent ça système 1, système 2. En France, on parle plutôt de prise de décision à mémoire immédiate et à mémoire profonde. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, vous utilisez deux référentiels, votre passé immédiat et votre passé profond. Et c'est votre passé profond qui a le plus de poids dans les prises de décision. Donc, en futurologie cybernéticienne, on essaye de comprendre les processus de décision qui auraient quand même les plus de logique pour advenir. Et donc, on agrège tout l'état des connaissances en géologie, climatologie, démographie, économie, géopolitique, NBIC, etc., etc. Donc on agrège toutes les données scientifiquement solides, valorisées. C'est la seule discipline qui, sans doute, agrège vraiment toutes ces disciplines qui sont assez éclairantes. Et ensuite, toutes ces données, on les organise avec cette logique de passé immédiat et passé profond. D'accord. Et on regarde comment les prises de décision devraient advenir. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que pour le cas particulier de la crypto, vous allez voir que c'est extrêmement clair. Ah oui ? Voilà. Et c'est ce qui manque dans le raisonnement général. Oui. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire des bêtises. Oui. Alors, expliquez-moi. Selon moi. Expliquez-moi. Il y a des gens qui trouvent que ce qui se fait est très bien. Voilà. Les premières crypto-monnaies qui aient jamais existé en France, c'était en France. Et dans mon équipe, on avait deux approches. Une approche qui était technologique, donc comment on fait ça ? Donc par exemple pour les cryptos, on utilisait ce qui est devenu la carte à puce. Ça, c'était travailler avec les laboratoires de Bull à l'époque. Donc c'était des aspects très techniques. On travaillait avec les spécialistes du chiffrement. Là, c'est un des rares endroits où on était interconnecté avec les militaires, puisqu'en France, on est très fort dans le chiffrage. Et puis, moi, j'étais plutôt dans la partie comportement. Oui. Donc, je me suis intéressée sur si les gens, on leur dit plus de porte-monnaie, vous vous débrouillez. Est-ce qu'intellectuellement, ils sont prêts à comprendre, à admettre ? Donc là, on a travaillé avec des gens de la banque qui nous ont posé 32 000 questions à propos de toutes les fraudes possibles. Et inversement, nous on leur disait, bon alors à votre avis, les fraudeurs ils peuvent plus frauder, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que on aura toujours des fraudeurs dans tous les systèmes. Donc voilà. Donc on avait ce genre. Donc moi je m'étais intéressée plus au comportement. Oui. Voilà. Et j'avais été agréablement surprise de l'acceptabilité. Il faut dire qu'à l'époque où on travaillait là-dessus, c'était les années 80, il y avait sans arrêt des drames. De camionnettes de transport de fonds qui étaient arrêtées, incendiées pour récupérer le fric. Enfin bon, voilà. Donc le public comprenait que si on se passait de l'argent liquide, il y aurait moins de blanchiment et moins de drames, de vol à la tire, de choses comme ça. Donc c'était bien perçu.
Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, on a été obligé de mettre le sujet de côté. On a fait autre chose. Et puis, il y a eu tout un ensemble de réflexions. Moi, j'ai toujours eu cette idée que la monnaie, il y avait un problème avec la monnaie, hein, et ce problème, il est en plus parfaitement identifié. Hein, c'est-à-dire que quand les accords de Bretton Woods ont été signés, on savait au moment où on les signait que l'architecture mondiale des monnaies, toutes les monnaies sont attachées les unes aux autres avec en chef de file le dollar, et qu'à un moment donné, ce qui donne une hégémonie de fait au dollar, et que cette hégémonie, tôt ou tard, elle allait être mise en cause. Oui. Et avec des critères de futurologue cybernéticienne, j'avais la sensation que ce serait dans l'ordre de 70 ans, 80 ans. C'est-à-dire, en fait, à peu près un peu moins de 3 générations. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Voilà. Et donc, il fallait avoir une vraie réflexion sur ce qu'est la monnaie. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où vient cette idée de monnaie, parce que on a beaucoup réfléchi, mais en ce moment, alors quand je dis en ce moment, c'est 2018, 2019, 2020, 2021, et même encore cette année, on a fait des progrès immenses en matière de connaissance du sujet. Jusqu'à maintenant, on disait c'est le troc, et puis on a remplacé le troc, etc., etc. Or, en fait, il faut bien comprendre la phase dans laquelle on est. On est en train, et c'est pour ça que la bascule sociétale qu'on est en train de vivre est extrêmement profonde, et on le ressent tous. Oui. Hein, on voit bien que tous les paramètres bougent, et du coup on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On a l'impression d'être les habitants de l'île de Pâques, hein, où on voit bien que tout bouge, on voit bien que nos dirigeants sont tétanisés, prennent des pseudo-décisions, et qu'on est en train de tout cramer, quoi. Hein. C'est juste terrifiant, hein, voilà. Alors, ce qu'on a appris tout récemment, c'est que avant la sédentarisation, les hommes vivaient en toutes petites tribus, oui. 10-12 personnes. Et 10-12 personnes, c'est un choix assez fascinant parce que dans les manuels d'organisation, on vous dit que l'équipe idéale pour bien manager, c'est 12 personnes. Et c'est ce qu'on retrouve dans les sites archéologiques qu'on explore. C'est-à-dire 12 managers dans une entreprise ou alors 12 personnes sous un manager ? Il y a un chef de file, oui, c'est pas exactement un manager, il y a un chef de file, et à 12, on arrive à se comprendre, voilà. Sauf que, et votre question est très intéressante, elle tombe à point nommé, parce que les hommes avaient remarqué que si le groupe est bien soudé, il est plus efficace, et donc il se protège mieux, il se nourrit mieux, il se soigne mieux, il prend des meilleures décisions parce qu'au lieu d'avoir chacun 2 yeux à 12, ça fait quand même 24 œils, ça fait plus... Enfin voilà, bon. Et ce qu'on vient de connecter, c'est les connaissances que l'on a de cette époque avec l'interprétation des fameuses grottes. Oui. Alors, les grottes, on a dit, tiens, il y a des dessins. Oh, puis ils sont vachement beaux. Mais pourquoi il faisait des dessins au fond de la grotte ? Avec quoi il s'éclairait ? Voilà, bon. On a fini par comprendre. Les dessins, ils ne sont pas du tout mis n'importe où. Ils sont mis à des endroits extrêmement précis où, quand on met des gens à cet endroit-là, l'écho se décuple. Et donc, quand on psalmodie, ou quand on chante des textes, ou quand on joue de la musique, l'équipe se met en synergie et elle se renforce. Voilà. Et quand les hommes se mettaient dans ces grottes, ils dérangeaient les ours, entre autres, et puis d'autres mammifères, mais surtout les ours qui sont... voilà. Et donc, ils ont décidé... parce qu'ils se faisaient bouffer par les ours quand même. Hein. Et donc, ils ont décidé de fabriquer leur propre grotte à l'extérieur.
Oui. Et c'est comme ça que les premières réalisations architecturales significatives qui ont été faites, ce n'est pas de l'habitat, ce sont des bâtiments à caractère spirituel. Et ils ont évolué. Et la version la plus aboutie qu'on connaisse, en tous les cas nous en Europe, ce sont nos cathédrales. C'est-à-dire des lieux où on se met ensemble, on fait société, etc. Et c'est là où l'homme commence à développer son intelligence. Et il développe cette intelligence et les gens se spécialisent un peu. Et donc ils font du troc et donc ils créent de la monnaie. Et la monnaie qu'ils ont créée, c'est ce qu'on appelle une monnaie dette. Monnaie dette. Oui, une monnaie dette. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est émise par l'autorité supérieure de façon à ce qu'on en donne à tout le monde pour que tout le monde puisse troquer du riz contre des carottes, je sais pas quoi, etc., etc. Donc on fabrique de l'argent et ensuite on détruit l'argent quand les échanges sont faits. Alors au début c'était assez simple, c'était l'histoire des saisons, donc il y avait la moisson ou la récolte du riz ou je sais pas quoi, et après on laissait tourner voilà. Et cette monnaie, elle a fonctionné plutôt très bien pendant une dizaine de siècles, peut-être une trentaine. Enfin, là, de ce côté-là, il y a encore des recherches à faire, etc. Mais quand on est arrivé à l'ère industrielle, il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur la monnaie. Parce que la monnaie, à l'époque, elle était sous l'autorité du roi. Alors, du roi, c'est le terme générique, ça peut être un empereur, ça peut être... chaque zone géographique a son terme qui lui va bien. Pourquoi la monnaie était sous l'autorité du roi ? C'est parce que la monnaie, elle est destinée à faire des échanges, et les échanges peuvent mal se passer. Ouais. Et donc, on peut se fâcher. Et donc, pour que la monnaie se passe bien, il faut qu'il y ait un juge qui arbitre les trucs qui ne se passent pas bien, pour que dans l'ensemble des transactions se passent bien. C'est très important. Et dans l'inconscient collectif, encore aujourd'hui, même des gamins grands comme ça, ils disent c'est le roi qui bat monnaie. Pour eux, c'est normal. C'est-à-dire que la monnaie, c'est le mécanisme de confiance. Et si la confiance n'est plus là, la monnaie ne vaut plus rien. Et à l'ère industrielle, petit à petit, on a commencé à privatiser la logique monétaire. La Banque de France est une banque de droit privé. Même si elle fonctionne sur des directives de l'État, enfin, elle n'est pas déconnectée de l'autorité suprême, mais voilà. Et donc, quand on en arrive aux cryptos, on touche plus terre. On touche plus terre. Qui a de l'autorité dans cette histoire ? Pourquoi un État va se prendre la tête à dénouer des affaires qui auraient été libellées en crypto? Qui s'occupe des cryptos ? Est-ce que vous avez déjà croisé un mineur ? Celui qui a de l'autorité, c'est le collège des mineurs. Mais ils sont anonymes, on ne les voit pas, on ne sait pas qui c'est, etc., etc. Donc, moi, les cryptos, en tous les cas dans la forme actuelle, oui. je n'y crois pas. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas établir la confiance dans ce contexte-là. D'accord. Voilà. Par contre, on a effectivement un problème avec la monnaie. Donc, on voit bien que le système monétaire se délite et il y a un refus catégorique actuellement des institutions et des gens qui font marcher ces institutions il faudrait tout remettre à plat. Le problème est le suivant. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow ? Oui. D'accord. Donc, besoins primaires et blablabla.
Donc Maslow nous explique que les priorités que l'homme a à satisfaire sont assez hiérarchisées et les 2 premières couches s'appellent les besoins primaires. Aujourd'hui, le niveau de progrès qu'on a fait que, grosso modo, si on s'en donnait la peine, on pourrait satisfaire l'intégralité des besoins primaires du plus grand nombre. D'ailleurs, si on arrêtait la guerre en Ukraine ou au Yémen ou je ne sais pas où, le problème serait déjà bien décanté. Et effectivement, les générations qui montent, elles sont assez intuitivement plus attachées à l'ascenseur culturel qu'à l'ascenseur social. Et ça en dit long. Ça en dit long. C'est très, très important cette différence. Et effectivement, pour poursuivre notre progression, aujourd'hui, il faut que nous nous intéressions au développement du bien commun. Si je reviens aux types qui étaient dans les grottes et qui ont fait ces monuments et qui du coup se sont sédentarisés, il faut bien comprendre, et je vous ai dit qu'en futurologie, quand on s'intéresse à un sujet, on s'intéresse tout de suite aux 3 premiers fondamentaux qui sont la géologie, la climatologie et la démographie. Et là, en l'occurrence, cette période de sortie des grottes coïncide avec une période où la Terre s'apaise sur le plan géologique et sur le plan climatologique. Et nous rentrons dans une période où la Terre repart en désordre, et on voit bien qu'il va se passer des choses assez importantes. Et si vous remontez très loin dans la constitution de la Terre, des continents, les glaciations, les mouvements des hommes, etc., ça fait peur, parce que je ne vois pas pourquoi la Terre ne repartirait pas, c'est elle qui décide, c'est pas nous. Voilà. Donc nous sommes dans un monde qui a déchiqueté la spiritualité et qui essaye même de la marchandiser. Si on veut s'élever de notre condition humaine, il faut qu'on développe du bien commun. Et il y a une autre raison très forte pour laquelle il faut que nous développions du bien commun, c'est parce que la compétitivité des nations va énormément se redistribuer. Et le juge de paix, ça va être la géologie et le climat, très fortement. Et il faut surveiller de près notre géologie. Et d'ailleurs, Poutine, il ne se trompe pas. Il s'intéresse à des terres qui présentent des intérêts géologiques et climatologiques intéressants. Voilà. Donc, l'autre source de compétitivité, à part ces considérations qui nous échappent, c'est enraciner les savoirs et faire émerger des talents. Enraciner des savoirs et faire émerger des talents, ça nécessite de développer ce que l'on appelle une économie contributive de haut niveau. Et donc on arrive finalement à une réflexion qui consiste à dire: nous terminons la sédentarisation, pendant laquelle nous avons développé l'économie productive. On en a toujours besoin parce qu'il faut toujours se nourrir, se soigner, etc., etc. Et maintenant, pour franchir une étape, il faut se poser les questions de savoir comment on devient efficace dans la gestion de l'économie contributive. Alors l'économie contributive, c'est des domaines très précis. C'est tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne le savoir, la culture, l'innovation, la recherche, etc., etc. Tout ce qui concerne la démocratie, mais la démocratie, pas celle qu'on a aujourd'hui, où tous les 5 ans on demande aux gens d'aller mettre un petit bulletin dans une urne. Merci, c'est moi le président, je vais m'occuper de tout. La démocratie dont on a besoin, c'est une démocratie où les individus sont
prier de s'impliquer, de rentrer dans les processus de décision plutôt que d'être client de l'élu. Hein. Écoutez, il y a des crottes au pied de mon immeuble, je ne revoterai plus pour vous. Bon, alors, on va faire un groupe de travail pour regarder comment et pourquoi ici il y en a plus qu'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Pour qu'on arrive à ça, il faut que les individus puissent se former, s'informer, se mettre ensemble pour prendre des décisions, suivre le déroulé des décisions, et puis se former à nouveau, et ainsi de suite. Donc la démocratie, pour que ça marche, il faut lui consacrer infiniment plus de temps que ce qu'on fait actuellement. Et puis, un autre sujet qu'on a évoqué, c'est la spiritualité. L'homme ne peut pas s'élever si il consacre pas du temps à lui avec les autres, lui en son âme et conscience, etc., etc. Et puis, dans les activités contributives, il y a un autre espace qui s'appelle les activités empathiques, qui nécessite aussi du temps. C'est tout ce qui concerne les conflits sanitaires. Parce qu'en fait, on commence à savoir que l'homme se soigne, mais il se rend malade lui-même aussi. Ouais. Alors lui-même par lui-même parce qu'il empoisonne les autres, etc., etc. Donc c'est des conflits. Tout ce qui est conflit juridique, on en a parlé avec des échanges qui sont loupés, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs. Et les conflits environnementaux. Hein, voilà. Eh bien, toutes ces activités, actuellement, elles sont plus ou moins développées avec des structures qui relèvent de dons ou de subventions. Et puis, elles sont opérées pour une large part par du volontariat ou du bénévolat, mais en quantité très suffisante. Et globalement, dans la logique, dans les modes de gouvernance que nous avons, elles sont perçues comme des charges. Hein. La justice nous coûte tant, le système éducatif nous coûte tant. Effectivement, il y a un problème, parce que notre monnaie, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle de la monnaie dette, hein, c'est-à-dire qu'on émet de la monnaie quand quelqu'un a un projet, ce quelqu'un fait ce qu'il a à faire, il a construit une usine, il a acheté un champ, je ne sais pas quoi. Au fur et à mesure que le champ produit du profit, il rend l'argent, et l'argent est détruit, mais on lui demande, si il a emprunté 100, on lui demande de rembourser 120, et il fait petit à petit grossir la masse monétaire. Et d'ailleurs, c'est bien de là la deuxième source de destruction, enfin d'effondrement du système monétaire, c'est que ce système monétaire, il est basé sur le toujours plus. Oui. Sauf que là, nous arrivons à une étape où les générations qui arrivent veulent rationaliser la façon de produire et la façon de consommer. Si je donne un exemple concret avec l'automobile. L'automobile, si on passe à l'automobile, pensez dans la fonction économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire je ne possède plus une automobile, je réserve une voiture quand j'en ai besoin, pour la durée où j'en ai besoin, et je la rends. Eh bien, grosso modo, le parc automobile passe d'un facteur de 10 à 1. Or, l'automobile représente 15% du PIB européen. Donc, ça explose notre modèle. Eh bien, ça appliqué à la couture, hein, on a un problème avec la mode rapide ou des choses comme ça, fait que notre système part en vrille, parce que tout ce qui est économie contributive est perçu comme une charge, oui. Mais comme les recettes fiscales diminuent, on est obligé de comprimer
comprimer les hôpitaux, comprimer les tribunaux, comprimer, etc., etc. Hein, ou bien alors faire des tours de passe-page. J'accorde 20 milliards à machin, mais je mets un circuit qui fait que personne ne peut accéder aux 20 milliards. Donc je repropose les 20 milliards ailleurs, mais c'est les mêmes qu'on a mis, qui étaient là et qu'on a proposé là-bas, etc., etc. Donc ça met du désordre, etc. Et puis, troisième paramètre qui est très important, les économies les plus... celles qui tirent l'économie mondiale, oui. Hein, ce sont celles qui sont le plus touchées par cette forme de progrès et de modification du comportement des consommateurs. Et donc, pour reprendre la main sur l'économie mondiale, l'Occident, donc l'Europe, mais aussi les États-Unis, sont obligés de se réindustrialiser, mais elles se réindustrialisent avec de la donnée et des robots. Et les robots, au sens large, ils grignotent en toute priorité les tâches allouées à la classe moyenne. Or, de mémoire de ce que nous savons des civilisations qui naissent et qui meurent, les civilisations meurent à partir du moment où la classe moyenne s'effondre. Donc, on se retrouve avec des processus extrêmement dangereux, une classe moyenne qui s'effondre, et vous le voyez probablement dans votre propre entourage, hein, où vous voyez la classe moyenne qui s'efface, avec des gens qui tombent vers la pauvreté, des gens qui tombent de l'autre côté, alors tant mieux pour eux, sauf que ce sont des jobs très agités, très demandés, très concurrentiels, etc. Et donc, ils n'y restent pas, ça tourne à toute vitesse, avec des hauts, des bas, des crises, des machins, des trucs, etc. Donc, ça devient très instable. Et c'est ça qui, sur le plan politique, nous met ce désordre, le populisme, c'est un signe tout à fait fort. Avec effectivement le surenrichissement de certaines classes pendant que les autres se paupérisent, etc., etc. Et donc, pour en revenir à notre fameuse crypto, on se retrouve en présence d'une solution technologique qui, grosso modo, nous donne accès à ce qu'on pourrait appeler de la monnaie intelligente. Parce qu'elle est basée sur une technologie qui s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est la technologie des smart contracts. Dans un smart contract, on peut mettre énormément de choses très intéressantes. Et dans les cryptos, qu'est-ce qu'on utilise d'intelligence ? Juste le certificat qui vous dit que la crypto que vous utilisez n'a pas été fabriquée, le bitcoin que vous utilisez, par un petit loulou au fond de sa cuisine. C'est un sous-emploi total. Voilà. Et, ok, mais ça résout en rien les problèmes gravissimes dont je vous ai parlé. Donc, franchement, on a mieux à faire que de se focaliser sur cette fameuse crypto, hein, puisqu'on a à faire en sorte que notre système monétaire se cale à l'époque que nous sommes en train d'aborder, c'est-à-dire un système monétaire dual avec deux monnaies qui sont un peu comme le yin et le yang, un peu comme la philosophie gréco-romaine qui dit un esprit sain dans un corps sain. C'est cette logique-là. Et là, on peut faire de la biodiversité monétaire extrêmement intéressante. Et effectivement, c'est implicitement ce qu'est en train de faire l'Europe. En Europe, vous voyez surgir le pass culture, le pass énergie, le pass machin, le pass bidule, etc., etc. Et ça, la logique voudrait que ce soit distribué en e-euros. L'e-euro, c'est la crypto-monnaie sur laquelle planche la communauté européenne en ce moment. Je savais pas. Voilà. Hein. Et ils sucent leurs crayons, c'est un peu compliqué, ils ont un petit peu de mal. Et
vous savez pourquoi on travaille sur le e-euro ? Non. Vous, dans votre porte-monnaie, vous avez quelques euros. Pas beaucoup, parce qu'avec le sans contact, on n'en a plus trop besoin. Ces euros, c'est ce qu'on appelle des euros secondaires. Oui. Les euros primaires, c'est les euros qui circulent entre la Banque centrale, la BCE, et les banques de détail. Je vous ai dit, la monnaie que nous avons, c'est une monnaie dette. Oui. D'accord ? Donc, la Banque centrale dit, en ce moment, pour faire tourner l'économie, il faut une masse monétaire d'à peu près telle quantité. Donc, elle donne des autorisations aux banques de détail de distribuer certaines sommes. Oui. Et les banques de détail ont en charge d'aller chercher des clients qui peuvent être des particuliers ou des entreprises qui ont des projets et les banques financent ces projets. Et quand ces projets avancent, le particulier ou l'entreprise rembourse, la monnaie est détruite et ça permet de remettre au pot de la monnaie. Hein. C'est le principe général. Or, actuellement, compte tenu de ce que je vous ai dit, en particulier chez les entreprises, quand on crée, par exemple, on rapatrie une fabrication de baskets ou je ne sais pas quoi, le projet qu'on rapatrie, il est modeste parce qu'il est très très numérisé, il est très très robotisé et il produit tellement moins cher qu'on ne peut pas faire des marges aussi prometteuses que quand c'était très cher et qu'il fallait vendre très cher. Voilà. Donc on a cette économie qui se réduit. Et les banques de détail ont de plus en plus de mal à trouver des projets très prometteurs. Et effectivement, quand vous écoutez Nicolas Dufourcq, qui est le dirigeant de la BPI, Banque Française d'Investissement, il dit de lui-même, sans qu'on lui tape sur la tête, hein, c'est spontané, il le dit comme ça, il dit « Moi, je vois passer énormément de projets magnifiques, mais, alors il ne le dit pas avec ces mots, mais je vous fais un résumé, mais c'est de l'économie contributive. Ouais. Et l'économie contributive, moi je ne sais pas la financer. Ouais. Les jeunes qui arrivent, ils veulent développer le bien commun, ils veulent donner du sens à leur métier, ils ne veulent plus développer des usines de Coca-Cola ou des choses comme ça. En gros, on a des vrais problèmes, mais la crypto qu'on nous propose ne résout pas du tout ces problèmes-là. La crypto qu'on nous propose actuellement, en gros, alors il y a un vocabulaire de folie, stablecoin, machin, truc, on en met partout. Mais pour le moment, et je dis bien pour le moment parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui va bouger énormément. Hein, bon. Pour le moment, vous avez en gros deux grosses tendances. Donc, les banques n'arrivent plus à trouver assez de projets. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles font tourner les masses monétaires qu'on leur injecte dans une sphère financière où elles font de l'argent avec de l'argent. Et il faut réinjecter de l'argent parce qu'elles-mêmes, elles fabriquent de l'argent avec de l'argent. Donc, la logique qui s'impose, c'est de dire, puisque les banques de détail n'arrivent pas à injecter dans l'économie réelle les masses monétaires dont l'économie réelle a réellement besoin, eh bien, on va s'arranger pour que les masses qu'on injecte aillent directement chez les particuliers. En gros, si vous voulez, pour faire tourner l'économie occidentale, il faut qu'on puisse démontrer que ces économies sont en progression de 1, et des brouettes. Le bon élève de la classe, il est plus ou moins 1,2 de croissance. D'accord ? Eh bien, en ce moment, dans l'économie occidentale, pour avoir ce fameux 1,2 à peu près réparti sur l'Occident, il faut injecter 1,6.
Et ce 1,6, c'est ce qu'on appelle, donc entre 2 et 6, il y a 4, un différentiel de 4. Eh bien, ce différentiel, c'est ce qu'on appelle le dividende monétaire. Et le dividende monétaire, il est utilisé essentiellement pour financer, improprement d'ailleurs, de façon chaotique, de l'économie contributive. Donc, l'idée, c'est de dire, appelons un chat, gérons les choses à peu près correctement, et surtout, gérons-les de manière à franchir une étape civilisationnelle. Hein. Et donc, puisque dans le secteur productif, l'homme n'a plus besoin d'y consacrer tout le temps qu'il y consacre, oui. Réorientons cette activité vers ce qui devient nécessaire, c'est-à-dire enracinement des savoirs, éclosion des talents, renforcement de la démocratie, parce que démocratie égale sécurité. Alors, quand il y a de la démocratie... Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.